Je vous disais donc en préambule qu'un NEC, c'est 2 jours de travail intense, mais pas que, on travaille toute l'année. Mais ces 2 jours de travail intense, c'est aussi parfois 3 mois, même pas parfois, sûrement 3 mois de travail en amont. Mais rien n'aurait pu être possible sans ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot de petites mains, mais des gens très utiles sans qui ce NEC n'aurait pas pu se réaliser. Et chaque année, l'AFPAR est un partenaire pluriel pour nous. C'est un partenaire qui nous aide financièrement parlant, qui met à notre disposition, à votre disposition, de superbes pâtisseries. Vous avez apprécié ou pas? C'est tout. Il va dire, Serge, il va dire, ouais, bah ouais. Et alors, est-ce qu'on peut garder, il y aura plein d'applaudissements, est-ce qu'on peut applaudir très fort ce monsieur qui s'est levé de très bonne heure, qui a fait plus d'1h30, 2 heures d'embouteillage, et ce matin et hier matin, pour nous apporter les viennoiseries de l'AFPAR. Voilà. Serge Meurgue. Qui ne connaît pas Serge? On l'a sorti de sa retraite. Vous vous rendez compte, il est venu travailler sur un atelier qui lui est cher au cœur. Tout à l'heure, on en parlera. Et également, il nous a livré ses pâtisseries. Donc, nous avons aussi, avec l'AFPAR, toute une équipe qui est vraiment... je parle pour moi-même, mais tout le monde a ressenti ça. Mesdames, vous avez été exceptionnelles. Vraiment. Vraiment, vraiment. Parce que... alors, pourquoi? Parce que non seulement vous étiez... il faut savoir que quand on est allé les voir avec Léa et avec Aurélie, pour prendre contact avec elle, il était question d'avoir 7 personnes une journée, 7 une autre. Et l'une d'entre elles, et toutes les autres ont suivi, ont dit, mais nous, on est partantes pour faire les 14, les 2 jours. Elles ont été là pendant 2 jours. On leur a donné des consignes. Je voudrais aussi qu'on applaudisse très fort Adèle, parce que c'est une formatrice. Effectivement, elles sont en formation SAMS, secrétariat assistante médicale, médicaux et social, d'accord, médicale et sociale, pardon. Et donc là, on était sur une autre prestation. C'est vrai que c'est accueillir les gens, et Dieu sait si elles nous ont, et elles vous ont bien, je pense, très bien accueillis avec un sourire naturel extraordinaire. Donc, merci à vous, mesdames. Et je voudrais, s'il vous plaît, qu'elles nous fassent un petit signe de la main au fur et à mesure et que nous remercions Marie-Laure, Anne-Claire, Yumla, Ludivine, Nazoura, Noëlla, Emeline, Myriam, Canaël, Cindy, Fabiola, Sonia, Mirana, Jocelyne et leur formatrice Adèle Delors. Merci l'AFPAR, merci à vous mesdames. Alors, vous n'étiez pas là parce qu'il y avait un quart, vous rentriez hier et il y a juste une d'entre vous qui est restée pour l'IA. Il y avait quelques médecins dans la salle, mais moi je vais vous recommander chaudement, s'il y a ici des employeurs, vous avez pu voir qu'elles étaient au top pour l'accueil et elles savent faire plein de choses et elles anticipent, ça c'est une qualité extraordinaire. Mesdames, un grand merci encore à vous. Donc, nous allons pouvoir enchaîner avec la deuxième vague et avec... que je ne rate personne. Nous avions donc Laurence Rézac d'Orange qui était la responsable thématique et intervenante aussi de numérique éducatif, numérique inclusif, avec Annie Bordier. Bah oui, Annie, elle était sur tous les fronts. Je vous rappelle qu'elle était sur chaque thématique. Hein. Elle a travaillé comme c'est pas permis. On peut l'applaudir, hein, franchement, parce qu'elle a été au top. Elle aussi, elle m'envoie des mails comme Laurence à minuit. On se répond à minuit, on travaille beaucoup, toutes les 3. Et également, c'est Guillaume Lisis qui faisait partie, qui est d'Orange aussi. Donc, j'ai oublié de dire, pour Annie, elle est directrice de communication à l'AFPAR. Et Guillaume de l'équipe Orange également sera notre rapporteur aujourd'hui. Il y avait également Joël Grondin qui est intervenu, je crois un enseignant qui est intervenu en capsule visio. Et nous avions également Karine Pintor des Cités des Métiers, Naïma Omarji de la WebCup et nous avons aussi dans la salle Christophe Piombo qui représentait l'Académie de la Réunion. C'est à toi Guillaume. Oups, merci Christine. Ah oui, c'est... Ah, wow. Donc moi j'ai pour responsabilité de vous faire le compte-rendu de l'atelier numérique éducatif et numérique inclusif. Je vais vous révéler un secret, c'est que j'ai compris le sujet ce matin, alors que... Mais ça c'est la faute de Christine, en fait c'est la faute du NEC, parce que l'année dernière j'ai fait mon premier NEC.
on m'a fait prendre la parole et du coup, je suis devenu un peu tête brûlée. Donc, dès qu'on me propose un truc, je fonce. Et ce qu'il y avait d'intéressant quand même dans l'atelier de ce matin, c'est que Christine m'a épargné le fait de reciter un peu toutes les personnes formidables qu'il y avait autour de cette table. Mais on avait Christophe, présent parmi nous, qui a lancé la table ronde et qui représentait la DRAN. Et donc, la DRAN, j'ai pris du temps avant de retenir ce que ça voulait dire, mais maintenant, je peux vous le dire normalement, sinon il va me corriger. C'est la délégation régionale académique du numérique éducatif. Et en fait, là, j'ai compris le lien numérique éducatif et inclusif parce que Orange Digital Center, que Laurence Rezac et moi-même représentons, nous sommes la branche de l'inclusion numérique au sein d'Orange. Et donc, ce qui se passe, c'est que la DRAN, elle a des solutions, elle a des objectifs, justement, sur la question technologique vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis des aidants, des accompagnants pédagogiques, mais aussi au niveau des élèves. Il y a quelque chose qui m'avait marqué, justement, dans le témoignage de Christophe, c'était les robots Teddy, qui est une solution innovante qui permet aux très jeunes, justement, de rester en contact dans les classes, mais ce n'est pas n'importe quel très jeune, ce sont des très jeunes qui sont hospitalisés. Et donc, le robot Teddy leur permet de rester en cours. Et donc là, c'est une innovation technologique qu'on utilise pour que l'éducation reste inclusive. Et sans aller effectivement sur des cas très concrets comme celui-là, mais nous, avec Orange Digital Center et notre programme en 3 parties, donc avec des ateliers numériques, de 45 minutes, 1 heure, où on parle de sensibilisation sur les sujets du numérique, des ateliers pratiques, des ateliers Fab Lab un peu plus longs, de 2 heures, et des ateliers révélatoires qui, eux, durent 30 heures. Nous avons une panoplie d'outils que aujourd'hui nous mettons en commun et que nous mettons à disposition de l'Académie de la Réunion dans le cadre d'une convention. Il y a un travail de fond qui a déjà été mené depuis 2022 dans le cadre d'Orange Digital Center. Et ce travail de fond, on a décidé aujourd'hui de mettre en avant un cas concret. Ce sont les stages de 3e qu'on avait organisés avec la Cité des métiers et l'Académie de la Réunion. Et donc en novembre 2022 et en mars 2023, on a accompagné des stagiaires de 3e sur la question du numérique pendant 1 semaine dans l'enceinte de la Cité des métiers, mais aussi dans nos locaux d'Orange. Et donc ça a permis aux jeunes de découvrir des notions du numérique. Donc c'est très concret. Donc ça leur permet justement de pouvoir se projeter sur cette question du numérique, sur cette question technologique, sur cette question aussi de professionnalisation, de savoir un peu quelle est leur orientation, quels sont leurs goûts. Donc le fait d'être à la fois à la Cité des métiers, de toucher des outils numériques, d'être sensibilisé sur les questions du numérique, mais aussi de pouvoir aller à la rencontre de professionnels qui travaillent au sein d'Orange, ça fait la différence et ça rend effectivement ce numérique inclusif et ce numérique éducatif. Je vais reciter un 2e exemple qu'on n'a pas forcément donné ce matin, mais qui a eu lieu la semaine dernière, qui était dans nos locaux au siège du Chaudron, où nous avons accueilli 10 jeunes filles qui avaient été sourcées par l'association Elle Bouge. Et là, pareil, donc on était sur 10 lycéennes, et on leur a fait découvrir la question de l'intelligence artificielle, dont on va parler juste après, la question de la cybersécurité sur laquelle j'ai travaillé ce matin dans le cadre d'un atelier. Et en fait, on a permis à ces jeunes filles de découvrir le numérique autrement, le numérique de façon beaucoup plus pertinente, et ça va leur permettre d'avoir de nouvelles perspectives et de découvrir d'autres métiers dans le cadre de leur parcours. Donc, si c'est terminé, on va me couper le taquet. En tout cas, je tenais à remercier, vous voyez, toutes ces personnes qui s'activent sur cette question du numérique inclusif et du numérique éducatif. Et ce n'est pas fini, puisque à partir de la semaine prochaine, donc on lance un autre stage de 3e, toujours avec la Cité des métiers. Et c'est quelque chose justement qui va se renouveler dans le cadre de l'Académie, enfin dans le cadre de la convention avec l'Académie. Merci. En bon sportif que tu es, Guillaume, tu viens de réussir ta 2e mi-temps. 2e année, 2e mi-temps réussi. Bravo. Alors, insertion numérique et comment le numérique peut-il devenir un levier d'inclusion professionnelle et sociale ? Et bon, nous avons un résumé qui va être fait dans quelques instants
par Marie Choulot. Donc dans cette équipe, nous avions Fabien Degieux qui pilotait, donc responsable d'action de thématique et également animateur de la Web Cup. Marie, qui appartient également à la Web Cup, sera notre rapporteuse. J'aime pas trop ce mot-là. On va dire rapporteur, rapporteureux. Bon, bref. Nous avions également Web Cup en force, hein, Tristan de Bonfils. Et pour Digital Réunion, Antoine Deval. Je ne sais pas si on prononce le S, Devals Antoine, en tout cas. Pour Cyberrun, Nadia Guigneux. Pour Union régionale des structures d'insertion par l'activité économique, Muriel Maillot. Et Marie-Joëlle Roussel pour la région Réunion. Marie, c'est à vous pour le résumé. Merci. Il y a des chances que l'ordinateur tombe. Non, je vais le tenir. C'est bon. Je tiens l'ordi en même temps. Merci à Fabien de filmer ce moment exceptionnel où je vais faire tomber l'ordinateur. Donc Fabien Degieux, directeur de la Web Cup, qui était animateur de cette table ronde aujourd'hui, qui nous a réunis sur comment le numérique peut-il devenir un levier d'inclusion professionnelle et sociale. Donc vaste programme. Kevin, tu peux passer les slides. Donc tout d'abord une définition de qu'est-ce que l'insertion par l'activité économique. Pour vulgariser, c'est un dispositif qui permet à des personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui répondent à des critères d'éligibilité très précis de pouvoir bénéficier via un contrat, un CDDI, un contrat à durée déterminée d'insertion, d'un emploi, donc sur une période, d'un accompagnement socio-professionnel qui est très important pour lever les freins périphériques que ce type de personnes rencontrent, et également des formations au sein de la structure qui les accueille. Pour pouvoir mettre en place cet accompagnement donc, de l'IAE qu'on a vu, c'est financé en partie par la région Réunion. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 80 structures sur le territoire qui sont accompagnées, que la région accompagne, et 2011 emplois qui sont créés. Via différents dispositifs, des ateliers chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion et des ETTI, donc des agences d'intérim, mais également des associations. La collectivité régionale accompagne à peu près 60 ACI sur le territoire par le biais de différentes subventions. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir l'impact d'un ACI numérique. Il faut savoir que la plupart du temps, les ACI vont tourner autour de la restauration, du BTP, des thématiques comme l'environnement, c'est ce qu'on connaît beaucoup. Mais, petite nouveauté, il y a des ACI, des ateliers chantiers d'insertion numérique sur l'île. Youpi, dont fait partie la Web Cup. C'est le moment où je fais un petit peu de pub. Et on a des nouveaux modèles d'insertion, du coup, innovants et impactants qui permettent de réduire la fracture numérique, aussi bien pour les bénéficiaires de ces ateliers chantiers d'insertion que les personnes in fine qui vont graviter autour de ces ateliers, avec un accompagnement effectivement qui est fait par la DETS, donc des services de l'État, et tous les acteurs de l'IAE qui sont engagés. Ces ateliers chantiers d'insertion numérique permettent à des personnes donc éloignées de l'emploi, répondant à des critères et avec énormément de freins autour d'eux, qui peuvent être, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas travaillé, des problèmes potentiels à la maison, des gens qui sont en réinsertion, qui étaient dans des services autres et qui ont du mal à retrouver cette posture professionnelle. Ils ont un accompagnement spécifique avec la chance d'avoir le numérique qui est ce nouveau secteur qui s'ouvre à l'IAE, qui est un secteur très dynamique et qui va offrir pléthore de formations et une pluralité de métiers au final. Quand on parle numérique, on se dit beaucoup, c'est un métier très spécifique comme le développement, la data, etc. Mais c'est aussi beaucoup de métiers qui gravitent autour. Et le fait de laisser la chance à tous, via l'IAE, de découvrir ces métiers, ouvre le champ des possibles. Donc la filière numérique, est-ce qu'elle est cohérente avec le public en insertion ? La réponse est oui, bien évidemment. Des associations comme Cyberrun ou la Web Cup qui portent des ateliers chantiers d'insertion en sont témoins. On a souvent des bénéficiaires qui sont jeunes, parce que un peu geek, parce que NEETs, ou qui ont envie de découvrir ça. Et ils ont une réelle volonté derrière de créer leur propre parcours, puisque
les dispositifs de l'IAE, comme je vous l'ai déjà expliqué, lèvent les freins, donc les accompagnent et leur permettent de continuer dans ce parcours de manière plus sereine. Et c'est vraiment une passerelle vers la formation, vers l'emploi, vers l'intérim ou vers la création d'entreprises. Mais c'est également un pont vers d'autres choses. On participe à un atelier chantier d'insertion numérique parce qu'on a envie de découvrir cette thématique. Elle va nous servir soit à en faire son métier, ou soit à découvrir cet univers, et le bénéficiaire va lui-même en retirer des bénéfices, puisque l'outil numérique n'est qu'un outil au final, et ça va lui permettre, dans peu importe le métier qu'il va faire, d'avoir cette découverte et cette maîtrise du numérique. Sur le terrain, on le voit, on voit réellement le changement de ces ACI. On a beaucoup des jeunes, on a la chance de plus en plus d'avoir de filles qui intègrent ces filières. Avant, c'était très connoté tech. Maintenant, avec l'ouverture des métiers de la data, du marketing, du community management, on a beaucoup de filles qui ont cette fibre créative pour la plupart. Et pour eux, ça va leur ouvrir le champ des possibles, et avec les nouvelles compétences, soit avoir une brique de plus à mettre au service de leur futur projet, soit se diriger vers des métiers qui pensaient ne pas leur être destinés, puisqu'à la base, ils sont dans un parcours qui n'est pas forcément très évident. Donc heureusement, ces structures de l'IAE sont soutenues par des acteurs, les collectivités, les financeurs. Et en discutant autour de la table, on s'est rendu compte qu'ils voient l'impact réel, parce qu'il faut savoir que les ACI s'inscrivent dans la volonté des collectivités de développer une économie plus inclusive, coopérative, équitable, et qui répond aux besoins du filière du territoire. Et le numérique est une des filières où il y a des besoins. Les métiers du numérique vont être de plus en plus représentés, peu importe l'échelle. On ne parle pas forcément de quelqu'un de très spécialisé, par exemple dans la cybersécurité, mais des conseillers numériques, des community managers, comme je vous disais. Donc ces métiers vont être de plus en plus représentés, et au final, on voit une réelle lutte contre l'électronisme avec cette nouvelle offre diversifiée dans l'IAE. Et forcément, comme dans toutes les structures, il y a des défis à relever qui peuvent être des défis de financement. Et l'enjeu pour toutes ces structures de l'IAE, c'est de travailler sur des modèles innovants, des expérimentations, de renforcer les partenariats avec les secteurs du privé, puisqu'on a vu qu'au-delà des formations, le but est que ces bénéficiaires aillent vers un emploi durable. Donc faire comprendre aux entreprises privées également qu'il y a une employabilité de ces personnes qui ont été accompagnées, en préparant la transition vers l'emploi, montrer et démontrer l'utilité sociale de ces dispositifs. Et c'est pour ça qu'on a fait cette table ronde, et que nos bénéficiaires apprennent des choses qui soient en adéquation avec l'évolution du marché. Donc en gros, pour conclure, l'IAE a pour volonté de se diversifier avec des nouveaux modèles impactants, inclusifs, et des nouveaux modèles économiques, bien entendu. Et le numérique contribue à ces nouvelles offres à fort impact. Et on voit qu'au sortir de ces parcours, le numérique, comme je vous le disais, va permettre d'accélérer des projets qui ont déjà été commencés, ou de permettre aux bénéficiaires vraiment d'avoir une corde de plus à leur arc. Je vous remercie. Merci Marie. Donc pour l'avant-dernière thématique, c'était l'inclusion numérique pour les personnes en situation de handicap, un outil de transformation sociale. Eh bien, pour nous en parler, nous aurons responsable de thématique, c'était Christophe Lebon, de l'IRSAM La Ressource. Nous aurons, il est à côté de moi, animateur et rapporteur Pierre Reynaud, qui a de multiples casquettes, alors notamment à l'Université de La Réunion, il est référent accessibilité numérique et responsable pédagogique du diplôme universitaire de référent d'accessibilité numérique. Je n'ai rien oublié. C'est vrai, hein, j'étais en apnée là. Mais qui est également toujours président, bien sûr, du comité Valentin. Non.
Non, c'est fini. Pardon. Alors, mais tu es toujours, bien sûr, dans l'association. Oui. Voilà. Donc, plein de casquettes. Et puis, nous avions également, très sympathique, une rencontre qui m'a beaucoup émue ce matin avec Youssef Ali Mouini, qui était un élève que vous avez dû croiser, enfin, qui est un élève en 4e, et qui n'a pas pu rester avec nous, bien sûr, parce qu'il est dans le cadre des cours et il faut rentrer après sur les heures scolaires, et qui est aussi scolarisé à l'IRSAM de la ressource. Il y avait Constance Bravet de Thésis, qui est coordonnatrice régionalement en espace santé. Et nous avions également Ange Kanza de Simplon Outre-mer, qui est référent handicap et responsable de campus chez Simplon Outre-mer. C'est bien ça, Pierre? Oui. Eh bien, c'est à toi de jouer maintenant. Et puis je crois que tu as oublié Christophe, tu ne l'as pas présenté, je crois. Ah, pardon, oui, c'est vrai. Alors, il est oui, vous voyez, heureusement qu'il est là. Et donc, l'IRSAM, je vous ai dit qu'il travaillait à l'IRSAM, effectivement. Donc, l'IRSAM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Institut régional des, entre parenthèses, jeunes, sourds et aveugles de Marseille, mais avec une extension sur toute l'Hexagone et sur toutes les régions de France, et non pas de Navarre, mais de la Réunion, de l'ultramarin. Et donc, il est coordonnateur du pôle technologie Handitic Plus, IES, CESAD, la ressource. Et vous avez toujours le camion à votre disposition pour visiter les outils qui sont mis à disposition pour les déficients visuels et auditifs. Pierre, c'est à toi, merci. Du coup, Christine, je vais te laisser faire le résumé, peut-être, non? Non, ça c'est un piège, c'est à toi de jouer. Oh, il est tout petit, le micro. Voilà, il y en a deux. Tu n'as pas besoin de les toucher. Ah, ok, voilà, on va se mettre entre les deux. Voilà, Christine a presque tout dit. Et puis moi, je vais dire 2 mots et puis ce sera fini. Je vais dire oui avec un emoji grand sourire, mais avec un emoji grosse grimace. Voilà ce que c'est le numérique en termes d'inclusion pour les personnes en situation de handicap. C'est à la fois le problème et c'est à la fois la solution. Et ça se vérifie tous les jours, toutes les nuits, tous les jours où on galère sur du numérique ou tous les jours où on arrive à ses fins avec le numérique. D'ailleurs, je l'ai remarqué dans d'autres tables rondes auxquelles j'ai assisté. L'IA, c'est pour le meilleur ou pour le pire aussi. Ça a été un peu transversal. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit dans cette table ronde? Youssef, donc, qui a présenté Christine à l'instant, nous a un petit peu expliqué sa réalité de collégien aveugle au collège de Terre Sainte, avec ces outils adaptés, qui sont des outils de haute technologie, qui coûtent très cher et qui sont très performants, mais qui se retrouvent impuissants avec un logiciel que tous les parents enseignants et élèves de France et de Navarre peut-être aussi connaissent. À Navarre, je ne sais pas, mais France, oui. Et Réunion, j'ai nommé Pronote. Pronote, qui est une espèce d'usine à gaz, qui a été le premier logiciel, d'ailleurs, épinglé par le tribunal administratif de Paris pour inaccessibilité, avec mise en demeure de l'ARCOM, autorité de contrôle, de suivre la mise en accessibilité de Pronote. Voilà, Pronote, c'est Index Éducation, c'est une société de Marseille, pour ne pas les dénoncer. Voilà, donc c'est quand même à noter que ça fait partie. C'est le premier procès qui a lieu pour inaccessibilité en France. Espérons qu'il y en ait d'autres, que ça fasse un petit peu avancer les choses. Commentaire, voilà. Donc ça, c'était le retour de Youssef. On a eu le retour de Ange Kanza, donc de Simplon Outre-mer, qui nous a raconté, qui nous a son expérience d'inclusion d'une personne sourde en formation avec la recherche de solutions. Alors, solutions de transcription automatique, oui, mais le problème, c'est que cette personne sourde a comme langue maternelle la langue des signes française. Donc, en gros, il a des problèmes de lecture et d'écriture. Donc, on a essayé les interprètes, mais il en faut beaucoup. Et puis, un interprète, évidemment, c'est un professionnel qui se paye. Donc, ça peut après faire des budgets très, très importants, avec évidemment le soutien de la GFIP. Il y a eu aussi des tests et là, on rejoint encore l'IA, décidément, on y est toujours, avec tout ce qui est avatar signant, donc automatisation de l'interprétariat en langue des signes. Mais là aussi, c'est encore expérimental, ça peut coûter très cher, et puis c'est pas fiable. Oui, c'est ce que je viens de dire, c'est expérimental. Après, on a eu une intervention de Constance Bravet, de monespacesanté.fr, du coup, à La Réunion. Et là, c'est un cas d'école. Le professionnel de l'accessibilité que je suis lui a dit gentiment, vous êtes un cas d'école. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des gens de bonne volonté, que ce soit au niveau de mon espace santé Réunion et de l'IRSAM, pour essayer d'adapter. Mais adapter pourquoi? Parce que l'accessibilité d'un dispositif national n'a pas été pensée en amont. Résultat, on est obligé, après, d'adapter ce qu'on peut. Et malheureusement, ce n'est pas satisfaisant. Déjà parce que ça touche que la Réunion, et puis parce que l'adaptation sur quelque chose d'inaccessible a ses limites. C'est très fatigant, ça coûte
peut coûter très cher et ça prend énormément de temps. L'idéal, évidemment, ce serait que mon espace santé.fr, comme 90% des sites publics aujourd'hui, soit accessible, puisque aujourd'hui, 90% des sites publics sont inaccessibles, donc illégaux. Ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est un commentaire du rapporteur. Donc c'est un peu un cas d'école, hein, et d'autant plus que ce que je lui ai dit après en aparté, c'est que moi, évidemment, étant non-voyant, si la santé est en numérique accessible, c'est très bien pour moi. Parce que, vous en doutez bien, l'ordonnance papier ou le compte-rendu radiologique, j'en fais pas grand-chose à partir du moment où c'est en papier. Par contre, si c'est à un endroit sécurisé, évidemment, et accessible, tout va bien. Voilà. Donc, encore une fois, problème et solution. Solution et problème. On a continué donc avec Christophe Lebon, donc coordinateur Handitic à l'IRSAM, qui lui a insisté sur le côté sensibilisation, information, et aussi à travers, et je vous encourage à aller le visiter, la visite du camion Handicar, qui là vous montre ce qu'on appelle nous dans le jargon des personnes en situation de handicap et des professionnels du handicap, les technologies d'assistance, qui sont les outils préalables qui vont permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir accéder au numérique. Alors c'est souvent des outils qui peuvent être très perfectionnés, très évolués, qui peuvent coûter très cher et qui peuvent faire partie de la frustration. C'est-à-dire que moi j'ai dans mon sac un afficheur braille qui vaut 4 000 €. Hein, c'est fabuleux, c'est un outil extraordinaire, sauf que si le produit, l'environnement, le service ou l'outil sur lequel je veux aller n'a pas été bien codé, n'a pas été bien conçu, n'a pas été bien développé, n'est pas bien maintenu, j'aurais beau être le plus compétent du monde, ça fait 30 ans que je suis sur ce genre d'outils, j'aurais beau prendre du temps, je ne pourrais pas réaliser la démarche ou arriver à mes fins. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité. Alors, aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup le mot inclusion, beaucoup le mot IA. Aujourd'hui, vous remplissez une salle en parlant d'IA, et si vous accolez le mot inclusion derrière, c'est encore mieux, la salle sera encore plus remplie. Pensez à l'accessibilité. L'inclusion sans accessibilité, ça ne marche pas. Ça marche mal. Vous allez vous fatiguer énormément. Donc pensez à ce que, à la fois dans l'inclusion numérique, on va avoir l'accompagnement de la personne, la montée en compétences, l'accompagnement, l'assistance, tout ce que vous voulez. Mais si l'outil est pas accessible, mal fait, ergonomique, pas ergonomique, complexe, qu'on utilise un langage administratif qui est la langue maternelle de personne, le français administratif, je ne sais pas qui c'est qui l'a inventé, mais c'est incompréhensible, ça ne marche pas. Voilà. Donc, évidemment, je pourrais en parler encore longtemps. Et moi, j'ai terminé, évidemment, l'intervention, vous en doutez, sur une sensibilisation à l'accessibilité numérique. Je l'ai fait en 10 minutes, un quart d'heure. Je peux la faire en 30 secondes. Venez me le demander, je vous la ferai à la demande. C'est très important. Vous verrez, vous, les professionnels de l'inclusion, vous fatiguerez d'autant moins si les outils, environnements, services et produits sont bien faits, sont faits pour les utilisateurs finaux et pas par des informaticiens pour des informaticiens. Au final, petit clin d'œil sur le final. J'ai photographié la salle avec le smartphone, avec un logiciel, une application qui s'appelle Be My Eyes, qui est en fait une application qui fait appel à l'IA. La photo est partie chez ChatGPT et mon smartphone a décrit ce qu'on voyait dans la salle. Alors c'était assez rigolo parce qu'il y avait un des participants qui était pensif, avec la main sous le menton. Voilà, il m'a décrit tout ça, donc ça a fait évidemment sourire la salle, puisque pour nous, non-voyants, l'IA, qu'est-ce que ça a apporté? C'est principalement la description d'image qui est assez impressionnante aujourd'hui. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Merci à vous. Ce sont toujours des messages forts que tu nous délivres, Pierre. Est-ce que pour toi, les choses avancent quand même? Petit lampe, mais on prend en compte quand même un petit peu? C'est pas faute de ressasser et de remettre et d'appuyer. Et à chaque fois, Pierre me dit, Christine, tu crois que je peux y aller? Je dis, vas-y, mets un coup de pied dans la fourmilière, il faut faire bouger les lignes. J'ai quand même l'impression de répéter un peu toujours la même chose depuis 25 ans. Donc voilà, mais ça avance un petit peu quand même. En tout cas, je pense qu'on peut l'applaudir pour son travail et sa ténacité sur cette noble cause qui nous touche tous. Merci Pierre. Pour cette deuxième vague et après de pouvoir voir Léa pour la suite, je voudrais demander à Samuel Ablancourt, qui est le gérant de collectif. Et dans l'équipe, il y avait son consultant Christophe Delamarre et nous avions démobilisé ou remobilisé encore après les croissants Serge Meur, qui donc
enfin, retraité maintenant et ex de l'AFPAR, et Dieu sait si tu as marqué de ton empreinte ton passage et ton travail à l'AFPAR, eh bien, il est bénévole à Solidarnum, donc on l'a récupéré avec plaisir. Il a complété ce trio concernant l'avancement de la reconnaissance ouverte. Pardon ? Et adhérents. Alors, juste, venez adhérer à Solidarnum. Bonjour à toutes et à tous. Alors, sujet qui n'a pas l'air extrêmement sexy de prime abord, mais je peux vous garantir qu'il peut l'être. Donc, Christine a super bien présenté mes collègues. Juste pour préciser un petit peu plus, et vous inquiétez pas, je vais faire vite. Donc, Christophe Delamarre, effectivement, consultant sur les thématiques d'Open Badge, membre de l'Open Recognition Alliance, qui est une structure en fait qui promeut la reconnaissance ouverte, et notre cher Serge qu'on ne présente plus puisque c'est celui qui a ramené les viennoiseries et pas que. Donc ce matin, l'objet du talk, c'était vraiment de parler de reconnaissance ouverte. Alors on a choisi volontairement le terme reconnaissance ouverte et pas Open Badge. Tout simplement parce qu'on voulait mettre en avant la philosophie et non pas l'outil, puisque l'outil Open Badge, finalement, n'est qu'une matérialisation de la philosophie. Et lorsque Kevin passera sur la deuxième slide, on pourra constater effectivement que le volet reconnaissance ouverte, généralement, on le confond avec l'évaluation. Et ce qu'on voulait essayer de ramener lors de cet atelier, c'est de dire qu'effectivement, le volet évaluation est extrêmement important, mais reconnaître aussi des connaissances, des pratiques, mais également des talents qui ne sont pas inscrits dans des référentiels classiques, c'est extrêmement compliqué. Et pour ça, du coup, il nous faut un outil, et on va éviter d'utiliser des outils d'évaluation, et à ce moment-là, on va essayer de déployer les Open Badges. Donc, pour illustrer vraiment la mise en œuvre de cette philosophie et notamment de cet outil, donc on a pu mettre en avant 4 études de cas. Donc les études de cas qui sont menées à La Réunion, mais aussi en France métropolitaine. Sur la prochaine slide, on va voir en fait une petite infographie avec ces 4 études de cas. Donc il y a eu Mon parcours héroïque, qui était un programme pour les personnes vulnérables très éloignées de l'emploi sur un temps très limité à travers cet atelier pour valoriser et reconnaître leurs compétences. On a eu aussi un projet qui s'appelait « Un jour, une semaine, un mois » où on a pu mobiliser des personnes en fait, sur des thématiques bien particulières pour pouvoir effectivement mettre ces mêmes compétences en avant. On a pu présenter aussi un autre projet qui s'appelle Obero, où là c'était vraiment l'idée de mettre en avant les compétences des personnes en situation de handicap pour les faire valoir sur le marché de l'emploi, avec un point qui a été développé par Serge sur notamment là quelque chose qui nous concerne d'autant plus aujourd'hui, sur la reconnaissance des compétences des médiateurs numériques. Alors, ce qui en ressort de ces 4 études de cas, c'est tout simplement le fait que reconnaître les compétences de nos bénéficiaires passe certainement et sûrement par l'acceptabilité et les signes de reconnaissance que l'on va attribuer à nos bénéficiaires. On parle beaucoup de soft skills, donc on parle de soft skills, ce sont des compétences depuis quelques années qui nous sont rabâchées, qui ne rentrent pas dans des référentiels classiques, qui ont de la valeur, mais on a du mal à l'évaluer. Ben, du coup, effectivement, là, à travers la reconnaissance ouverte, là, on trouve vraiment une façon d'aborder les soft skills et de pouvoir, en fait, laisser libre choix à une personne de se faire reconnaître ses compétences. Et comment ? Ah oui, d'accord. Et donc, au-delà des soft skills, on a un éventail de compétences qui sont inscrites dans des référentiels, un petit peu plus de 24 000, mais on a énormément de compétences aussi qui ne rentrent pas dans ces référentiels. Donc, on a évoqué sur pas mal d'ateliers, notamment les compétences transversales,
des compétences spécifiques et surtout les nouvelles compétences qui ne sont pas du tout inscrites dans des référentiels et peut-être lorsqu'ils vont rentrer dans des référentiels, ils ne seront plus d'actualité. Et donc l'idée, c'est de se dire pourquoi pas trouver un outil qui va permettre cette flexibilité de reconnaître assez rapidement, voire très rapidement, par les pairs, par des institutions. Et du coup, ça nous emmène à tout simplement à se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas se saisir de cette philosophie-là, qui est la reconnaissance ouverte et les open badges, pour dire que toutes les compétences que l'on a pu identifier, qu'on aimerait faire valoriser sur un territoire, on ne pourrait pas tout simplement les co-construire avec nos publics, mais aussi les institutions publiques et privées. Alors, je ne vous ai pas mis la dernière slide, exprès, parce qu'il y a une dernière slide qui est extrêmement passionnante avec un QR code qui vous renvoie à la présentation intégrale avec toutes les ressources, etc. Donc, si vous voulez en fait les avoir, il faudra les télécharger. En fait, je vais quand même conclure. Vous inquiétez pas. Oui. Pour conclure, donc l'idée vraiment pour nous sur cet atelier, c'était de dire qu'on avait notre manière d'aborder la reconnaissance des compétences et c'est d'essayer de mettre la reconnaissance et surtout les personnes au centre du sujet, de co-construire ces outils numériques que sont les open badges avec ces mêmes bénéficiaires pour qu'ils puissent ensuite travailler sur leur estime de soi et les faire valoir sur le monde, dans le monde du travail et plus tard, pourquoi pas, on va dire, briguer autre chose qui n'aurait pas pu voir le jour si on ne les avait pas permis de faire reconnaître leurs valeurs. Merci. Alors, pendant que nous allons laisser nos rapporteurs, merci encore, mesdames et messieurs, nous allons donc appeler les 4 rapporteurs de la 3e et dernière vague. Pour le Michel Auré, qui est rare, encore une fois, oui, responsable de thématique, animateur et rapporteur. Donc Michel. Également, nous avons, donc c'était pour, je vous le dis déjà, intelligence artificielle pour un avenir inclusif. Également, Bruno Bertil, qui est également rare à plus d'un titre, puisqu'il est aussi responsable de thématique, animateur et rapporteur. Je donnerai vos collaborateurs après pour renforcer ses pratiques data pour piloter l'inclusion numérique d'un territoire. Et nous aurons également les nouveaux métiers du numérique à La Réunion. Je lui avais promis son baptême, c'est Magali Palma-Revel qui a fait un travail superbe. C'est la première fois qu'elle prenait une équipe et elle s'est remarquablement bien débrouillée, vous le verrez. Et enfin, la dernière thématique, on retrouve, il est rare lui aussi, il fait les 3 fonctions, c'est Guillaume Lisis pour la cyber au quotidien. Avant cela, je laisse la parole à Léa Ponce, qu'on peut applaudir très fort. C'est la nouvelle, elle est là depuis le mois d'août, mais elle a pris les choses au bras-le-corps très rapidement, directrice de Solidarnum. Léa Ponce. Merci Christine pour cette introduction. Écoutez, bonjour à tous. Je vous ai tous croisés pendant ces 2 jours de NEC. Je voulais juste vous dire que je suis très heureuse d'être avec vous. Effectivement, c'est mon premier NEC et je pense que je m'en souviendrai longtemps. Et donc, j'en profite d'avoir le micro pour vous remercier chaleureusement pour votre participation, à tous les bénévoles, à tous les intervenants, tous les rapporteurs, à Christine, la commissaire de l'événement, qui est là depuis 2 jours et qui nous aide beaucoup. Et surtout, je voudrais aussi remercier toute l'équipe parce que l'organisation de NEC, c'est quand même beaucoup de travail pour vous proposer des sujets intéressants, pour gérer la salle et l'organisation. Et donc, j'ai le plaisir d'appeler sur scène toute l'équipe de Solidarnum. Comme ça, je vais vous les présenter. Et donc, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour l'équipe. Ils sont timides, alors vous pouvez les applaudir. Tiens, vas-y. Max ? Si, même les plus timides. Tiens, vas-y, avance jusqu'au bout. Une déferlante de jaune. Exactement, je ne sais pas si vous avez vu comme ils sont beaux, jeunes et jeunes. Donc nous avons, alors par qui ? Donc de gauche à droite, nous avons Shadia qui est en service civique chez nous, chez Solidarnum. Nous avons également Morgane, médiatrice numérique. Nous avons Youssouf en service civique, Tamine en stage chez nous,
Loïc, je vous le présente à la fin parce que c'est un petit cas spécial, donc je vais lui faire une dédicace. Le roi des platines, Kevin, qui était à la régie pendant 2 jours pour gérer les PowerPoint et la diffusion sur Zoom. Merci beaucoup. Nous avons Mathieu, qui est notre animateur et qui a également animé une des salles. Vous reconnaissez aussi Aurélie, qui est notre chargée de communication et qui a fait les photos. Donc c'est elle qui vous suit avec un téléphone depuis 2 jours pour prendre en photo. Annabelle, qui s'occupe du hub chez nous et qui a eu l'organisation de tout le off du NEC avec les conseillers numériques. Et Najmia, qui est notre assistante administrative et comptable et que vous avez eu la chance d'avoir à l'accueil pour la feuille d'émargement et les tote bags. Et attends, j'ai pas fini. Oui. Alors, je te laisserai la parole. Je présente juste Loïc parce que j'ai sauté son tour. Loïc qui a fait une formation chez nous à Solidarnum parce qu'on forme les jeunes aux outils numériques. Et depuis, il ne nous quitte plus et il a gentiment proposé d'être bénévole sur ces 2 jours. Donc, je voudrais, vous applaudissiez Loïc pour sa participation. Je vous ai dit qu'une personne avait découvert, était montée en compétence en participant aux ateliers GIEVA, vieillissement actif, que depuis on le voyait tous les matins. Eh ben, il s'est intégré à l'équipe et on l'apprécie beaucoup. C'est monsieur Harry Chahuan au bout. Je vous demande d'applaudir. Alors, comme il a 3, c'est 3 ou 4 ordinateurs, Harry? 3. Combien de smartphones? 4. Donc à la sortie, il fera des dons pour ceux qui en ont besoin, pour un numérique responsable. Merci, Harry. En tout cas, moi, je félicite Harry pour sa constance. Vraiment, il veut nous dépasser, en fait. Moi, c'est facile. Mais les professionnels de l'inclusion numérique, il veut les dépasser. Il a décidé qu'il allait monter en compétence. Il en est déjà à imprimer depuis, quand il est chez nous, à imprimer chez lui la photo sur son imprimante, machin. Vous voyez, voilà Harry. Merci. Donc pour cette dernière vague de 4 thématiques qui se sont déroulées de 10h30 à 11h30, nous avons donc renforcé ces pratiques data. Non, il y en a un autre avant, pardonnez-moi. On commence toujours par le... Voilà, c'était pas la bonne feuille. L'intelligence artificielle pour un avenir inclusif. Ben, c'est Michel Auré. J'ai pas cité, voilà. Oui, on va pas changer une équipe qui gagne. Hein. Donc Michel Auré, on ne le présente plus. Aussi, elle est simple Outre-mer, chargée de développement. Nous avons également Romuald Dario pour Rungobiz, qui est président de Rungobiz, et responsable de Data IA chez Orange, Chamila Ingard, excusez-moi, pour Intelligence Artificielle Réunion et Digital Réunion aussi. Je ne sais pas sur quelle casquette elle était. Elle est coprésidente de Intelligence Réunion et directrice de Digital Réunion. Anaïs Seri. Et pour le département de la Réunion, Frédéric Vautrin, qui était intervenant également. Michel, c'est à toi de jouer. Bon, alors, soit je vous fais gagner du temps et on rattrape le retard sur l'horaire. Je vous dis, la vidéo est en ligne sur YouTube, sur la chaîne Solidarnum, et vous n'avez plus qu'à la regarder. Ou alors, je peux quand même vous donner quelques insights et vous donner envie d'aller la voir en vous expliquant un peu ce qu'on s'est dit. Et donc, on est parti sur IA pour AI, donc l'intelligence artificielle pour un avenir inclusif, et c'était un peu l'enjeu. J'ai beaucoup aimé l'échange tout à l'heure de M. Reynaud qui parlait d'accessibilité et inclusion. Et moi, je suis parti plutôt sur IA pour inclusivité et accessibilité. Et du coup, l'inclusivité qui est un peu plus en avance que l'inclusion, à mon avis. L'inclusion va tout faire pour intégrer dans le groupe la personne, alors que l'inclusivité va célébrer la différence et faire grandir le groupe grâce à la différence de chacun qui s'ajoute au groupe. Et l'accessibilité, parce qu'aujourd'hui, on a des textos sur nos téléphones portables, parce qu'il y avait des personnes malentendantes et sourdes
à qui, quand on disait allô, ne répondait pas. Donc on a décidé de rajouter des textos. Et aujourd'hui, tout le monde a des textos et personne ne pourrait s'en passer. Les portes automatiques dans les supermarchés, c'est parce qu'il y avait des gens en fauteuil roulant. Et que du coup, aujourd'hui, tout le monde en profite. Et je pense que l'intelligence artificielle peut amener aussi ça, une dimension d'accessibilité pour enlever des situations de handicap. Waouh, à ce point-là, c'est vraiment intéressant. Et du coup, va pouvoir supprimer, en tout cas diminuer et réduire certains handicaps, je le souhaite, et du coup des situations de handicap en l'occurrence, et amener de l'accessibilité pour certaines personnes, et je pense pour tous, parce que ça rentrera dans nos pratiques. Partant de là, on a choisi 3 axes pour pouvoir aborder cette idée de l'intelligence artificielle pour un avenir inclusif. On a commencé par l'IA, c'est quoi ? Et donc, du coup, on a vu tout à l'heure qu'il y en a beaucoup qui s'en servent. Est-ce que vous avez une petite idée de la date qui est un peu marquante du démarrage de l'intelligence artificielle ? 1956, exactement, à la conférence de Dartmouth, c'est là où le terme de l'intelligence artificielle a été posé. Donc, ce qui nous amène quand même à pas loin de 70 ans d'historique. Donc, ChatGPT en 2022, oui, mais c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Et là où l'intelligence artificielle a vraiment commencé à faire parler d'elle, c'était en 97 quand Deep Blue a battu Kasparov aux échecs. Et là, il y a eu quand même un petit effet waouh où on s'est dit, ah, quand même, l'intelligence artificielle est capable de choses beaucoup plus intéressantes que ce qu'on pensait. Et donc, on a rappelé quand même qu'aujourd'hui, c'est beaucoup d'algorithmes. Ça reste des programmes informatiques qui se basent sur de la donnée et qui, avec l'analyse de ces données, va pouvoir faire des choses. Mais ça reste une simulation programmée par l'homme, et il n'y a pas d'intelligence artificielle pensante. Et beaucoup de gens parlent d'intelligence artificielle générative, ChatGPT par exemple, et que quand on dit ChatGPT, waouh, c'est l'IA, c'est comme si on disait waouh, la Twingo, c'est l'automobile. Donc il y a beaucoup plus de domaines dans l'IA que juste l'intelligence artificielle générative, et je vous invite à aller explorer un peu ce domaine. Ensuite, justement, on s'est dit, bah, ok, l'IA, on a une idée de ce que c'est, et c'est quoi l'idée de l'IA de nos rêves, et qu'est-ce que demain l'IA pourra nous apporter. Il y a eu pas mal de sujets qui ont été abordés sur l'idée d'avoir tous les services de l'État en langage naturel, et qu'en commande vocale, je puisse faire toutes mes démarches sans avoir à me poser de questions du est-ce que je dois remplir telle ou telle case. Et donc voilà, ça a fait rêver certaines personnes. Ensuite, on est parti sur l'idée de pouvoir voyager dans le monde entier sans barrière linguistique parce que les traductions seraient instantanées. Mais ce qui est vraiment ressorti et ce qui a été très intéressant, c'est cette idée d'IA qui soit équitable et inclusive, et qu'en fait, avec tous les biais qu'on connaît actuellement par rapport aux sets de données sur lesquels sont entraînées les IA, sur les personnes à qui sont adressées ces IA qui créent déjà des biais de langue, ensuite des biais de genre et tout un tas d'autres biais, on s'est dit que ce qui serait vraiment intéressant dans notre IA du futur, ça serait qu'elle soit équitable, juste pour tous, et du coup inclusive, et que comme sur cette sélection d'intervenants, on ait une belle parité, à savoir on avait 2 hommes et 2 femmes, et j'en suis assez fier. Sauf que l'IA, c'est bien de la rêver, mais ce qui est intéressant, c'est de l'utiliser. Et donc, on est parti sur, l'IA, concrètement, aujourd'hui, c'est quoi et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Il y avait l'idée de transcrire la table ronde, ou en tout cas de se connecter sur des visios et de pouvoir avoir une IA qui nous assiste. Et donc, tous ces assistants, aujourd'hui, beaucoup de gens les connaissent et s'en servent, je pense, dans un quotidien. Et on est allé un peu plus loin en explorant certains projets qui étaient en cours, et à savoir Dyslexia, qui est un outil pour accompagner, et on revient sur l'accessibilité, aider les personnes en situation de dyslexie pour pouvoir mieux comprendre et mieux appréhender des textes et tout un tas d'informations. Orange a lancé un programme qui s'appelle Orange Entrepreneur, et avec IA du coup à la fin. On est parti aussi sur l'idée de réduire en fait tous ces problèmes et d'accessibilité et aussi d'inclusion avec des assistants pour le département pour pouvoir rapprocher l'usager du département et des différents services auxquels il a accès. Et on pourrait espérer bientôt un assistant vocal, peut-être même en langue créole, même si ça soulève beaucoup d'enjeux techniques avant tout. Mais restons positifs et optimistes. Et on a aussi abordé l'idée que en fait, aujourd'hui,
il y a toutes les données qui arrivent d'en haut et toutes les données spatiales, en tout cas de gestion de la Terre, avec tout un tas de données énormes en volume qui peuvent être analysées par l'IA et du coup résoudre des problèmes à plus grande échelle. Et pour ça, on a aussi abordé le sujet de la réglementation parce que, ok, l'IA, mais dans quelle mesure? Et donc on a abordé un peu l'AI Act, mais je ne vais pas rentrer dans le détail et vous endormir plus que ça. Merci beaucoup. Merci Michel. On va donc maintenant donner la parole à Bruno Bertil, qui donc a les 3 fonctions encore aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Renforcer ses pratiques data pour piloter l'inclusion numérique d'un territoire. Avec lui, Fabrice Ahoy de la région Réunion également. Donc Bruno, vous êtes responsable du service développement numérique à la direction de l'attractivité du territoire, la DAT. Également chargé de projet numérique à la DAT, Fabrice Ahoy, pour la région Réunion toujours. Vous aviez également Germain, on prononce Gulzov, c'est ça? Voilà, qui est pour Verso Consulting, directeur de Verso Consulting. Également pour France Travail et chargé de mission à la direction de la stratégie et des relations extérieures, Véronique Oharos-Luadan. Et alors, ils ont été vraiment très courageux parce qu'ils étaient pour Métropole, pour eux, pour l'Hexagone, pardon, il était 7h30, donc un petit peu tôt par rapport aux heures de bureau. Il y avait Ruth Mpozagara pour l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est chargée de projets data pour le programme Incubateur des territoires. Et également son confrère Ferdinand Roturo, toujours pour l'ANCT, qui est chef de projet France Numérique Ensemble pour le programme SONUM. C'est à vous, Bruno. Donc oui, nous avons transformé l'idée initiale sur le pilotage de l'inclusion numérique par la data, par renforcer ces pratiques data pour piloter l'inclusion numérique d'un territoire. Et il s'avère que cela va tellement vite. Au début, je n'y croyais pas du tout. Et après les échanges de ce matin, je me dis, oui, ça va très vite et on va pouvoir bientôt piloter l'inclusion numérique par de la data. Alors j'explique. Déjà nous, au sein de la région Réunion, nous avons une stratégie régionale numérique. On est en train d'élaborer un contrat de filière numérique avec des enjeux sur la data, l'intelligence artificielle, notamment sur un observatoire du numérique avec une volonté aussi d'organiser la donnée, la gouvernance. Mais tout ça, c'était des idées. Et en échangeant avec la NCT ce matin, je me rends compte que le domaine va extrêmement vite. La NCT, depuis le mois de juin, a priori, a commencé à développer un entrepôt de données de l'inclusion numérique au niveau national. Et à partir du début de l'année prochaine, elle voudrait collaborer avec les régions donc pour faire remonter des données d'inclusion numérique. Et nous, avec notre portail Open Data, avec ce qu'on est en train de faire sur le pass numérique deuxième version, oui, il y a des opportunités d'échange avec l'ANCT sur ce domaine. Il en est de même sur la gouvernance de la donnée. Il va falloir que l'on se mette en route très rapidement. Preuve en est avec France Travail, qui aussi cette année est en train de produire des sites sur l'information entre emploi et formation, plutôt à destination des partenaires, mais aussi à destination des demandeurs d'emploi. Donc tout va extrêmement vite et en 2025 ces sites-là seront opérationnels. Donc voilà, ce qu'on peut retenir de la table ronde de ce matin, c'est l'importance du stockage des données dans un endroit sécurisé. C'est en train de se faire au niveau national par la NCT, mais nous aussi nous avons les mêmes préoccupations au niveau régional. La gouvernance de la donnée, cela devient impératif de mettre en place une gouvernance de type comité régional de la donnée avec les différents partenaires locaux, mais qui vont être aussi en lien avec le national.
Et c'est extrêmement surprenant de voir tous ces outils qui se développent en même pas 6 mois. Il y a 6 mois, il n'y avait pas ces outils-là au niveau de France Travail, au niveau de l'ANCT. C'est vraiment un domaine qui va extrêmement vite. Donc nous, on est sur le coup et on va essayer de ne pas trébucher en route. Merci. Merci Bruno. Donc, je reprends mes fiches. Je me suis un petit peu perdue dans les fiches. On a maintenant donc Magali qui va venir nous rejoindre. Je te présente. Tu présentes ton équipe ou tu veux que je la présente comme tu veux? Toi, tu as déjà? Je te laisse faire et présenter. Je lui avais dit qu'elle serait bisutée parce que c'est sa première. Donc Ah bon, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. C'est sa première, on peut l'encourager, on peut l'applaudir. Hein. Première fois, elle s'en est superbement bien tirée. Donc ce sont bien sûr les nouveaux métiers numériques à La Réunion. On a parlé de tout ce que ça peut générer. Effectivement, il y a des métiers derrière, des ouvertures sur plein de domaines. Et donc Magali, qui est responsable d'action avec comme pour animatrice Annie Bordier, et elle va nous rapporter cette thématique. Il y avait également dans l'équipe pour Caro Viper, Caroline Claverie, qui est une créatrice de contenu. Il y avait pour Rubica Réunion, il en est le directeur Alexandre Coll. Pour Gaming Lacour, président également Alban de Lagrange. Et cofondateur et directeur de l'association WebCup, on le retrouve aussi, Fabien Degieux. Et également pour Intelligence Artificielle Réunion, que vous avez pu le découvrir hier après pour le débat après le film. Il est coprésident d'Intelligence Artificielle Réunion, Johan Ekixor. Magali, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc sur cet atelier, la particularité, c'était qu'on avait des acteurs du monde de l'e-sport, du gaming, de la fabrication des jeux vidéo et du cinéma d'animation. Il a d'abord été question d'accessibilité et de démystification du numérique, ce qu'il était important pour les intervenants d'éliminer les peurs associées au numérique et de le rendre accessible à tous les âges. Il est aussi important d'avoir un accompagnement pour désacraliser les outils du numérique. Et au-delà de l'action des associations et tiers-lieux déjà actifs sur le sujet, des outils tels que les médiathèques peuvent être aussi exploités et utilisés comme lieu de ressources de proximité pour rendre accessible le numérique et mettre en place des actions d'accompagnement. S'agissant de tout ce qui est initiation, éducation au numérique, formation et insertion, de nombreuses initiatives sont développées pour former les jeunes et les adultes à des prix très abordables, notamment chez WebCup. Il s'agit de transformer les individus qui sont d'abord consommateurs en producteurs de contenu et de les rendre acteurs de cette production d'outils, de contenu numérique et d'outils numériques et d'utilisation d'outils numériques. Il y a des formations intensives qui existent également pour acquérir les fondamentaux du numérique et pour notamment favoriser l'intégration de femmes, notamment, qui sont très sous-représentées dans ce domaine, notamment dans les domaines du gaming et de l'e-sport, où il y a autant de pratiquants, donc 50% d'hommes et de femmes, mais que 10% de femmes, notamment présentes dans les compétitions et dans le domaine de l'e-sport. Il existe un potentiel important de métiers autour du numérique, du gaming, de l'e-sport et du numérique en général. Il y a aussi à noter, par exemple, que tous les métiers du monde du sport, en général, donc le sport dans la vraie vie, in real life, sont transposables à l'e-sport. Donc tous les métiers autour de l'audiovisuel, donc développement de produits pour la télé et pour les écrans, pour montrer l'e-sport, et tous les métiers de la logistique autour des équipes sportives, donc nutrition, coach, entraîneur, accompagnateur divers et variés. Sur l'aspect des métiers streamers, youtubeuses, ça peut être un métier, mais il y a d'abord un facteur chance et du talent nécessaire pour la personne qui est acteur de sa production de contenu. Par contre, il y a une activité l'activité de création de contenu, ce n'est pas que jouer ou parler. Il y a plusieurs activités connexes, telles que le marketing, la création de contenu, tous les à côté de la création de contenu, donc le montage, la production, les contrats, le management, la promotion.
Donc c'est autant de métiers qui peuvent rentrer dans le champ des possibles pour l'accession et l'insertion pour compléter à ce qui a été dit auparavant. Il y a aussi un vivier de métiers à créer, à identifier pour répondre, et pareil, ça répond aussi aux ateliers précédents, donc à toutes les menaces autour des... Enfin, de répondre aux menaces, pardon, notamment avec les métiers de l'IA, c'est-à-dire permettre de gérer de la data, la cybersécurité, et notamment, par exemple, sur le jeu vidéo, on a besoin de testeurs pour pouvoir intégrer toute entreprise numérique. Donc, c'est un vrai métier qui est en devenir et en demande. Et lorsqu'on parle des métiers de numérique et des métiers autour de l'IA, il y a un renouvellement constant qui est nécessaire et donc des compétences techniques qui deviennent obsolètes au bout de 2 ans, où il faut plus de compétences de transversales, de soft skills, on en parlait juste avant, pour des métiers qui sont hautement collaboratifs et pour lesquels il faut toujours garder l'habilité d'apprendre à apprendre. Et ça a été évoqué aussi juste avant, l'IA et les métiers d'accompagnement de personnes en situation d'électronisme. Il y a aussi un accent à apporter là-dessus pour faire reculer l'électronisme et permettre de réduire la distance entre les machines et les individus. Sur la partie e-sport et inclusion, l'e-sport est présenté comme un domaine potentiellement inclusif, notamment d'égalité d'accès à tous, bien qu'il reste des efforts à fournir pour une meilleure représentation des genres, notamment les femmes et les minorités. Des initiatives sont existantes autour de l'e-sport et incluent notamment la sensibilisation des pratiques de jeu raisonnables, l'encouragement des jeunes à développer des compétences par le jeu vidéo. Il est aussi important, lorsqu'on parle de jeux vidéo, quand on parle d'inclusivité, d'aussi travailler sur l'inclusion des parents et des encadrants pour que les jeunes puissent travailler avec les parents pour intégrer des initiatives qui vont dédiaboliser le gaming et l'e-sport et montrer que des projets autour de la culture du gaming et de l'e-sport peuvent être intergénérationnels, rassembler les familles autour d'une pratique positive et saine. Savoir qu'un bon pratiquant de gaming et d'e-sport, c'est quelqu'un qui a aussi une vie riche et saine autour de ça et que c'est sain pour lui de s'ouvrir à d'autres complémentarités autour du gaming pour développer d'autres habilités, à travailler en équipe, à développer sa créativité, et à se projeter aussi dans d'autres aspects de ses activités. S'agissant des partenariats, la responsabilité collective pour développer l'inclusion numérique dans les nouveaux métiers, WebCup évoquait l'usage de Scratch comme outil pour mobiliser les jeunes. L'Académie de la Réunion est très moteur aussi, aux côtés de WebCup et des autres associations, pour mener des actions de Game and Play, par exemple. Il y a des actions menées par l'association Bouftang pour faire de la sensibilisation et la prévention pour un jeu vidéo raisonné. Il y a la caravane du numérique qui est mise en place dès la seconde pour inciter l'accès au numérique et aux métiers du numérique. La cité numérique dans lesquelles les associations proposent des activités éducatives numériques. Il y a une nécessité de partenariat public-privé qui est soulignée par tous les intervenants pour renforcer ces initiatives inclusives avec un appel plus de dialogue, de collaboration pour soutenir ces associations impliquées qui demandent des soutiens et davantage de possibilités d'atteindre les interlocuteurs dédiés. Les défis et perspectives, c'est l'avant-dernière slide. Ah pardon, c'était celle-là, désolé. Sur les défis et perspectives, donc les métiers dans le numérique vont rester des métiers à haut potentiel, notamment pour les services numériques, donc tout ce qui est support informatique. Mais ces métiers impliquent aussi d'autres métiers avec d'autres possibilités avec une dimension tech durable. Donc on a aussi évoqué la notion de réemploi de matériel informatique et de verdissement, qui est important et sur lesquels il y a un potentiel non négligeable, pour que ces métiers deviennent des métiers plus durables et avec une logique de raisonnement harmonieux, de développement harmonieux. Il est nécessaire de rendre visible et de dédiaboliser les environnements du gaming, de l'e-sport, la création des jeux vidéo,
et la création du contenu afin qu'il soit possible de valoriser le métier des activités de développement des soft skills et des métiers autour de ces usages et de ces productions. Il y a aussi des obstacles financiers et budgétaires qui malheureusement sont un des freins majeurs à l'inclusion numérique dans ces métiers. Les intervenants appellent à un soutien accru pour des projets numériques inclusifs et pour une meilleure utilisation des fonds publics privés, notamment par exemple sur la filière du jeu vidéo, où les financements ne sont pas encore suffisants pour travailler sur la professionnalisation. Le public renvoie trop souvent les associations privées pour se faire financer leurs actions, et le privé les renvoie vers le public parce que ce sont des associations. Donc il y a un bon niveau de dialogue à trouver, à mettre les gens autour de la table pour ensuite trouver des moyens de fonctionner tous ensemble. Ce qui a été également souligné, c'est que la situation budgétaire nationale menace toute la partie aidant numérique et la partie apprentissage, et le soutien, les aides aux associations. Donc les inquiétudes sont prégnantes là-dessus. Et il a été aussi dit que le privé doit avoir une meilleure compréhension de l'impact du financement, de ce qu'ils peuvent apporter aux associations et aux actions de formation, pour que les bénéficiaires de ces formations puissent eux-mêmes, après, favoriser le développement de l'activité des entreprises. Et ce qui permettra à long terme l'adaptation des formations aux besoins du marché et à l'encouragement des pratiques numériques durables et plus en adéquation avec le marché du travail. Quelques mots-clés pour finir. Donc, démocratiser, désacraliser, aimer et apprendre, concerter, cluster avec inclusivité. Et je remercie particulièrement Solidaire Nord, toute l'équipe du NEC, Annie Bordier, encore une fois, pour son travail formidable. Christine, merci pour le petit padawan que j'étais, donc que tu étais présente tout le long. Voilà, donc tous les intervenants de l'atelier, que je remercie une fois de plus, qui ont été très réactifs et très enthousiastes. Et pour ma part, les membres de l'équipe du CCE qui étaient aussi solidaires et enthousiastes autour de cet atelier. Merci à tous. Merci Magali. Donc, dernière thématique à vous être proposée en résumé, la cyber au quotidien. Alors là, c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup parler. C'était ce matin, Maison Morange, donc Guillaume, qui est rare aussi, les 3 fonctions aujourd'hui. Il était accompagné, pour Orange, bien sûr, chargé des projets d'inclusion numérique et de la communication RSE. Tu nous en diras un petit peu plus rapidement. Donc, comme il est 31, tu n'as plus que... Allez, on va dire 5 minutes de retard, tu n'as plus que 4 minutes. Non, je plaisante. On a nos intervenantes et notre intervenant qui sont déjà présents pour la prochaine thématique. Et puis, tu étais accompagné par Orange Cyberdéfense en consultant sécurité par Kevin Fauve, et également chez Orange, Cédric Michel, qui est Business Manager Mobilité. C'est bien cela? C'est à toi. Remercie Christine. Rebonjour. Alors, je vais justement, pour faire le témoignage, pour faire le retour sur cet atelier sur la cybersécurité, je vais faire le lien justement avec le premier atelier que j'ai présenté, parce que bon, il y a encore des vagues après, il y a encore... Il n'y a pas de vagues, mais ça va faire des vagues si on peut... Oui, non, faut pas faire de vagues, non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de ce deuxième retour pour bien vous expliquer Orange Digital Center, parce que c'est vrai que c'est écrit Orange Digital Center un peu partout. On a des kakémonos, on a des cordons où c'est écrit Orange Digital Center. Et je vous ai dit que c'est notre levier d'inclusion numérique. Donc, ça a été décidé par Orange depuis un certain nombre d'années, depuis 2012 en Tunisie, de créer des centres digitaux qui répondaient à une problématique. C'est la problématique du chômage en Tunisie. Et face au succès de ces centres digitaux sur les territoires tunisiens et africains, Orange France a décidé de reprendre le concept, et à La Réunion, on l'a adapté parce qu'on a une problématique en commun. Enfin, à La Réunion et à Mayotte, on a une problématique en commun avec les territoires africains, c'est le fort taux de chômage. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, Orange, donc, je vous dis, on est un petit peu partout. Là, je suis en train de regarder les logos. Je suis en train de me dire, on est un peu au centre de cette question du numérique. On s'est mis sur
sur pas mal de tables rondes. On s'est mis sur l'IA, on s'est mis sur la cyber, on s'est mis sur le numérique responsable. Donc on est très engagé et très volontaire pour répondre à ces problématiques d'inclusion numérique. Mais en fait, on n'est pas Digital Center, on n'est pas juste au centre. En fait, on est surtout à côté, on est aux côtés de partenaires. On a vu des partenaires, on avait l'Académie de la Réunion, on avait qui ? On avait Solidarnu, on a des partenaires justement associatifs. Justement, Marie est partie, donc la Web Cup, avec qui on travaille beaucoup, et j'en oublie certainement, mais donc on est aux côtés de tous ces partenaires pour répondre à cet enjeu d'inclusion numérique. Et ce matin, donc, ça me tenait à cœur d'animer l'atelier cyber, puisque j'ai parlé du NEC l'année dernière. Donc moi, on m'a recruté sur le NEC sur la question cyber. C'était le premier atelier que j'ai fait. Et ce matin, je ne l'ai pas donné tout seul. Je l'ai donné aux côtés de collègues qui sont formidables. Donc Kevin Fauve d'Orange Cyberdéfense, qui est un expert hacker qui accompagne des entreprises sur des solutions réelles, sur des tests aussi de sécurité pour les entreprises, et qui travaille sur un portefeuille Réunion Métropole. Et on avait aussi à nos côtés Cédric Michel, qui est responsable mobile grand compte et qui a aussi une casquette qui me tient à cœur, c'est la casquette des ambassadeurs. Les ambassadeurs digitaux chez Orange, c'est un groupe que je manage et qui est un groupe qui justement s'engage sur cette question de l'inclusion numérique. C'est un groupe transverse où on a des salariés qui viennent de la RH, qui viennent de la boutique, qui viennent du pro et de la technique. Et tous ces salariés-là s'engagent sur la question de l'inclusion numérique. Donc, Orange Digital Center, l'inclusion numérique, ce n'est pas qu'un sujet qui a été décidé au niveau CODIR, COMEX, c'est quelque chose qui tient à cœur à tous les salariés d'Orange. Et donc ce matin, sur la question de la cybersécurité, je vais vous donner un cas pratique. On a parlé du walling, donc qui est du phishing en se faisant passer pour un grand patron. Et bien, ce sont des choses dont on peut être victime au quotidien. On peut se faire hameçonner, attaquer, et donc Orange joue pour rôle dans sa démarche d'inclusion numérique de sensibiliser sur la question de la cybersécurité. Entre autres, on a parlé d'IA en après, mais là on parle de cybersécurité. Et sur cette question de la cybersécurité, justement, on vous accompagne en tant qu'utilisateur, consommateur, on vous accompagne en tant que professionnel, que vous soyez jeune, que vous soyez senior, donc on est dans une véritable démarche inclusive. Et donc demain, si vous avez besoin de sensibiliser des collègues, sensibiliser du public, eh bien, Orange peut être votre interlocuteur pour travailler sur cette question de la cybersécurité qui nous touche au quotidien. Donc j'essaie de rester dans les 2 minutes, mais bon. Je te dis merci Christine, merci Daniel, merci à toute l'équipe Solidarnium et au public. On peut déjà remercier nos 4 rapporteurs pour ces dernières thématiques. Je vais vous libérer, sauf un. On va garder Bruno avec nous, qui va être rejoint et qui a la chance d'être rejoint par Joël Nonnet de la préfecture et de Lise Chevalet pour le département. Mesdames, si vous voulez bien, comme vous voulez, Lise, ce qui vous arrange. Et je vais donner la parole à Daniel Mambry qui va prendre le relais. Et je voudrais, puisqu'il est dans la salle, on a donné des applaudissements, on vous a dit que Nex, c'est toute une équipe derrière et il y a eu du travail de fait. Et je voulais quand même saluer la présence et remercier, c'est un ami certes, mais il était à nos côtés pour plein de choses que nous faisons, Daniel et moi. Je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Denis Vautier, qui est là-bas derrière, qui vous a accueilli, qui dit pingouin. C'est un garçon qui est fortement investi dans l'associatif depuis qu'il est tout petit, tout minot, et qui œuvre et qui passe beaucoup de son temps bénévole, et notamment il est président du Sport Boule dionysien. Venez au Barachois pour jouer au Sport Boule, et qui fait un travail magnifique avec les enfants, et également qui va approcher les entreprises. Donc n'hésitez pas à nous contacter et à le contacter pour cela. Voilà, merci encore Denis d'être à nos côtés en tant que bénévole, avec toute la noblesse de ce mot bénévole. Merci infiniment. Et donc, on lance l'avant-dernière séance. Vous pourrez après vous rafraîchir, je vous rassure. Alors, la dernière, pardon, avant le rafraîchissement.
c'est la présentation de la feuille numérique, la feuille de route départementalisée France Numérique Ensemble. L'année dernière, symboliquement, des élus et autres responsables étaient montés sur scène pour la signer. Quelques jours après, lors de sa visite officielle à Saint-Pierre, monsieur le ministre en charge du numérique à cette époque-là, puisque maintenant il est aux affaires européennes, Jean-Noël Barrot, l'a signé et nous encourageait à continuer. Ce que je voulais dire, c'est que sur ces 16 engagements qui constituaient la feuille Les engagements de France Numérique Ensemble, depuis des années, puisqu'on est au 7e NEC, avec des vieux routards, Serge, bon, retraité aussi, maintenant comme moi, eh bien, parmi ces 16 engagements répartis sur 4 axes, on avait travaillé plusieurs. La preuve, concrétisation, reconnaissance ouverte ou autre. On avait dû en travailler, on avait fait le point, je crois qu'on avait déjà avancé sur une douzaine. Il nous manquait un peu de carburant. Manque de peau, on dirait que ça va encore nous manquer, sauf peut-être si le groupe de Léa a réussi à nous monter un super fonds d'inclusion. Donc ce que je voulais faire maintenant, non, il ne faut pas fuir, c'est maintenant qu'on passe la parole au porteur. Voilà, fuis. Bon. Alors, cette feuille de route est pilotée par l'État, la région, le département, normalement, si j'ai bien compris. Et nous, les hubs, on a un petit peu notre mot à dire. Mais nous, on dépasse le département en termes de géographie, pardon, puisqu'on s'occupe un petit peu de cette problématique sur, pour l'instant, l'océan Pacifique et l'océan Indien. On va donc laisser la parole à la feuille de route départementalisée de la Réunion, avec l'État, la région, le département. Et peut-être participer aussi, faire une présentation d'un groupe de travail. Les autres groupes interviendront aussi. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Qui a piloté cette action ? Qui a piloté cette action ? C'est pas moi, hein ? Ah, c'est bon, la préfecture revient. Voilà, on avait un petit souci à la régie, mais c'est bon, c'est réglé. J'allais dire, sinon on peut meubler en présentant le hub, mais c'est parfait, je te laisse la parole. Ah mince, je vous ai fait rater une occasion du coup. Le temps que le PowerPoint se mette, non, c'est bon, puisqu'on a une feuille de route qui est coportée par la région et le département, et qui est la déclinaison, comme l'expliquait hier l'ANCT lors du discours d'ouverture, qui est la déclinaison de France Numérique Ensemble, qui est elle-même issue de la feuille de route sur l'inclusion numérique et qui comporte plusieurs axes. Mais l'axe qui va nous intéresser, c'est un axe de territorialisation, c'est-à-dire que pour cette année, il a été prévu de faire une feuille de route je peux avoir la diapo suivante, ça m'aiderait, une feuille de route pour le territoire pour chaque territoire, pour chaque département. Et ici, comme on est un département et une région, du coup, ce sera la feuille de route de Réunion Numérique Ensemble. Cette feuille de route, elle doit être adaptée aux besoins des territoires locaux, mais elle doit aussi permettre de contribuer aux objectifs nationaux en termes de personnes accompagnées, de lieux de médiation numérique, de formation des aidants numériques et de équipements numériques reconditionnés. Bien la suite, s'il vous plaît. Donc c'est une gouvernance qui est très large. On a un certain nombre de communes et pour le moment un EPCI, mais on espère que les autres EPCI nous rejoindront, surtout qu'il y avait des financements dédiés aux EPCI pour établir des stratégies d'inclusion numérique localisées sur les micro-territoires. Et puis on a un grand nombre d'autres acteurs d'associations qui sont associées aussi à la gouvernance qui a commencé pour la rédaction de la feuille de route, mais qui va se poursuivre, et c'est ce qu'on va voir dans la diapo suivante,
qui va se poursuivre pour la mise en œuvre de France Numérique Ensemble jusqu'en 2027. Alors on a souhaité ne pas recréer de nouvelles instances parce que la région a déjà une stratégie régionale numérique qui est animée avec un comité de filière numérique. Donc on s'appuie sur les outils existants. Côté préfecture et région, nous avons aussi un comité régional de stratégie numérique pour le suivi des déploiements FTTH et un comité départemental local du numérique pour suivre l'extinction du cuivre, la résilience des réseaux fibres. Et donc on souhaitait, et on va essayer de l'articuler aussi avec l'extinction de la 2G prévue par Orange. Et puis on a des nouveaux instruments que prévoit, si tout va bien, le département, sur lesquels ils vont revenir dans l'axe 3 avec un comité usager, un comité éthique. On avait entendu juste avant parler de l'éthique en termes d'IA. Et si on est plus de financeurs qu'actuellement et que ça ne peut pas être un sous-groupe du COPIL FNE parce qu'on aurait des financeurs privés, eh bien à ce moment-là, on pourra réfléchir sur la mise en place d'un comité de financeurs de l'inclusion numérique. Nous avons, au-delà de cet axe transversal sur la gouvernance, nous avons 3 autres axes thématiques. Un axe sur les infrastructures et équipements numériques, un deuxième axe sur l'offre de médiation numérique et un troisième axe sur la facilitation du parcours usager. Donc, sur ce premier axe, infrastructure et équipement des foyers, je laisse Bruno s'exprimer. Oui. Alors, pour ce premier axe, il est proposé de structurer une filière de reconditionnement des terminaux numériques et d'accéder à des infrastructures numériques de qualité et résilientes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il s'agit de capter sur le territoire les gisements de terminaux numériques, que ce soit téléphone ou autre, et de structurer une filière de captation et ensuite de réemploi de ces équipements. Donc, plusieurs fiches actions vont être détaillées dans la feuille de route. Là, l'idée, c'est juste de vous donner les grands axes de travaux sur lesquels nous nous sommes mis d'accord. Diapo suivante. Donc, nous avons en commun sur la feuille de route numérique ensemble et le contrat de filière numérique des actions. Donc, évidemment, les actions de structuration de la cybersécurité autour du centre de ressources Cyber Réunion qui a ouvert la semaine dernière. Et la région travaille aussi sur la sécurisation des infrastructures numériques pour favoriser la mise en œuvre d'un nouveau câble sous-marin. Ce sont des fiches actions qui sont partagées FNE et contrat de filière numérique. Diapo suivante. Donc l'accès, droit à la connexion, qualité, résilience des réseaux, comme le disait Joël tout à l'heure, il y aura le suivi de l'extinction du cuivre, de l'extinction de la 2G, résilience des réseaux FTTH, etc. Peut-être qu'on peut dire qu'effectivement l'extinction du cuivre et l'extinction de la 2G, c'est des risques encore accrus que la population qui jusqu'à présent avait le téléphone classique se retrouve en plus sans téléphone, ou qui avait la DSL se retrouve sans Internet. Donc derrière, il y a un risque de fracture numérique accrue. Et c'est pour ça que ces questions-là ont été intégrées dans France Numérique Ensemble. Et ça se cumule avec l'extinction de la 2G. Donc si on se retrouve sur des territoires où on n'a plus le téléphone classique et plus la 2G, et que les personnes ont des équipements qui sont
qui vont devenir obsolètes, qui seront complètement obsolètes, eh bien, ils vont être en difficulté. Voilà. L'axe thématique 2 concerne l'offre de médiation numérique. En 2025, la région va reprendre le pass numérique, qui est un dispositif d'accompagnement de personnes en difficulté sur l'utilisation des téléphones, des ordinateurs. Donc il s'agit d'offrir à ces personnes 10 heures de formation pour accéder à une certaine autonomie numérique. Nous allons aussi mieux faire connaître les lieux de médiation par de la promotion, par une identité du pass numérique. Certainement, nous allons changer de nom et avec une campagne de promotion pour que les structures de médiation numérique sur tout le territoire soient identifiées comme utilisant le pass numérique. Diapo suivante. Bien sûr, je le disais tout à l'heure, l'Observatoire de l'inclusion numérique, donc complètement en cohérence avec le contrat de filière numérique et en cohérence avec le partage des données relatives à l'inclusion. Donc, ce qu'on a vu ce matin sur l'atelier avec la NCT qui est en train de construire son entrepôt de données sur l'inclusion numérique, nous allons travailler pour l'alimenter. Et cela rentrera complètement dans cet observatoire de l'inclusion numérique à La Réunion. Développement de la formation, là aussi, en complète cohérence avec le contrat de filière numérique, où nous avons un objectif d'accompagner 10 000 usagers dans l'appropriation de l'outil numérique. Donc ce sont des fiches actions qui sont en commun entre le FNE et le contrat de filière. Autre diapo. Voilà, c'est tout. Et du coup, on passe à l'axe 3 avec le département sur la facilitation du parcours usager. Donc bonjour, je vais faire très vite parce que je pense qu'on est en fin de journée et que tout le monde a envie de se rafraîchir. Je remercie Annie qui a tout à l'heure normalement restitué la méthodologie qui a été présentée justement sur la facilitation du parcours usager. Donc l'idée, c'était d'associer les usagers au-delà d'associer l'ensemble des parties prenantes pour co-construire en fait des solutions adaptées dès la conception des services publics réunionnais numériques, enfin des services publics numériques réunionnais. Donc là, on n'est pas sur les services publics du département, on est vraiment à l'échelle du territoire, etc. Et l'idée, c'est vraiment de construire des outils qui soient dès le départ adaptés et non pas d'essayer de récupérer un petit peu les choses après coup. On en a parlé beaucoup avec Monsieur Reynaud tout à l'heure. Voilà. Donc l'essence et la philosophie. Je veux bien que vous reveniez, s'il vous plaît. Voilà. L'essence et la philosophie du plan d'action, qui, je le précise, n'est pas encore validée. Là, nous vous proposons un projet de plan d'action qui émane de travaux qui ont été menés avec l'ensemble des partenaires et des usagers volontaires. Mais voilà, c'est encore en cours d'élaboration. Donc l'idée, c'est d'apporter une réponse aux besoins exprimés, tant par les usagers que leurs accompagnants, que les professionnels. Donc quand je dis professionnels, c'est par exemple les conseillers numériques. Mais ça peut aussi être des aidants familiaux, aussi par exemple. Tenir compte des pistes de solutions ayant émergé, intégrer le couple usager-accompagnant dans la construction des solutions, aller vers les usagers, mais aussi leurs accompagnants, toujours. Je me répète, mais c'est important parce que vraiment, on a raisonné en tant que couple. On est parti quand même du principe qu'il y a des usagers qui ne seront jamais autonomes. Donc, on est obligé de raisonner en couple usager-accompagnant. Et donc, innover en faisant de la Réunion un laboratoire d'innovation du service public réunionnais. Oui, nous sommes assez ambitieux. Si vous voulez passer...
Alors, je vais prendre mes petites notes parce que je ne vois pas et je pense que vous ne voyez pas non plus. L'idée, là... On est ambitieux aussi sur la vue. Oui. Donc là, en fait, ce sont des propositions illustrées du plan d'action. Donc, par exemple, pour accéder aux services publics en ligne, il faut des identifiants, des mots de passe, une adresse mail. Des fois, ils envoient en plus un code par téléphone ou sur mon mail et c'est très compliqué à gérer. Par exemple, en atelier, les usagers nous disaient le temps que j'aille voir en fait mes codes et que je les retape, etc. Eh bien, en fait, ce n'est plus valide. C'est quand même des réalités. Donc l'idée, les solutions qui ont été émergées, c'est par exemple une carte d'accès aux services publics, similaire en fait à une carte vitale. C'est des identifiants par biométrie. Alors attention, on a bien le côté éthique en tête. Là, on parle de pistes de solutions ayant émergé. Après, comment on va mettre en œuvre, etc. et comment on va faire pour que ça soit parfaitement éthique, c'est d'autres questions que nous n'allons pas y répondre aujourd'hui. C'est pour ça que je dis ça en cours d'élaboration. Une identité unique pour tous les services publics. Donc chaque usager aurait une seule identité numérique du service public. Je suis un usager en grande précarité. Il faut que j'aille sur plein de sites différents pour faire mes démarches. Parfois, je ne comprends pas ce qui est écrit. De plus, à chaque fois, je dois redonner les mêmes documents. Parfois même, chaque année, je dois donner les mêmes documents pour le même service, etc. Je travaille au département. Nous savons très bien comment ça se passe. C'est-à-dire que même au sein des différents services du département, il n'y a pas forcément de lien. Donc une même famille, si elle traite dans plusieurs services du département, doit redonner les mêmes documents. Nous en avons conscience. Donc l'idée, ça serait d'avoir une seule plateforme pour tous les acteurs du social à La Réunion, donc sur Internet et ou par téléphone. Des chatbots créoles pour guider les bénéficiaires. Et par exemple, un coffre-fort numérique commun permettant de stocker les principales informations. Donc là aussi, il y a des questions éthiques derrière tout ça, bien sûr, mais... Je suis inquiet. Comment sont utilisées mes données personnelles? Est-ce que mon dossier va être traité par une IA? Et les questions éthiques dans tout ça. Donc, comme l'a dit Joël Launay en introduction, c'est vrai que le département a pour ambition de mettre en place un comité éthique, mais aussi un comité usager. Donc nous avons déjà co-construit cette proposition de feuille de route avec des usagers, mais là, ça serait de formaliser, d'avoir une vraie instance pour suivre la mise en œuvre du plan d'action et évaluer en fait la portée de ces actions dans un second temps. Enfin, comment mobiliser tous les acteurs de l'innovation autour de ce grand projet d'inclusion numérique? Donc, ça serait de créer des partenariats avec le monde universitaire et de la recherche, par exemple, des démarches de design pour étudier l'expérience usagée, comme on a essayé de le faire dans le cadre des ateliers, et une mobilisation via des hackathons, des appels à projets, etc. Donc, pour conclure, si vous voulez bien passer à la dernière diapositive, s'il vous plaît. Donc le plan d'action, oui bon, c'est illisible, j'en suis désolée. Le plan d'action repose sur 4 axes. Donc 2 axes sont dévolus à la mise en œuvre concrète d'actions en vue de favoriser l'inclusion numérique, vous l'avez compris. Et 2 axes sont davantage dévolus aux moyens. Donc l'axe 1, c'est développer en fait des authentifications et de la reconnaissance, facilitant l'accessibilité numérique. L'axe 2, c'est développer des interfaces inclusives, donc par exemple avec un portail de gestion de la relation usagée. L'axe 3, donc, c'est plus des outils comme le coffre-fort numérique, des comités éthiques d'usagers, le chatbot créole. Et l'axe 4, c'est d'animer un cluster d'innovation. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons Angelina Zanza qui nous écoutait attentivement depuis la Guyane. Angelina, si tu as trouvé là des idées pour ta feuille de route, et si tu veux dire un petit mot, tu es la bienvenue, bien sûr. La Guyane en ligne. Angelina, si tu m'entends, ton micro a l'air fermé. Mais en tout cas, Angelina dirige Guyaclick, notre homologue en Guyane, qui s'occupe aussi du Hub Guyane. Elle va vous piquer. Non mais je vois qu'il est coupé son micro. Elle n'a pas de micro. Bon, tant pis.
Angelina, tu nous écris ce que tu veux, ou tu nous dis au revoir, ou tu viens boire un coup. Difficile, hein, mais ça nous rappellera les soirées au NEC Martinique. Tu pourras récupérer les slides et les vidéos. Tout le monde a vu que tu aimais comme nous boire un coup, mais après. On a toujours bu après, pour fêter. Merci. Avec modération, comme la pub. Dommage qu'on ne puisse pas dialoguer avec Angelina. Partie remise. Enfin, nous, on le fait assez souvent. Il y a peut-être des personnes qui voudraient nous poser des questions dans la salle. Voilà. Oui, on va vous donner le micro. Merci pour la présentation. Bonjour à tous et toutes. Une question sur ce que vous disiez, Joël, sur la dépose de la 2G et l'impact potentiel sur des personnes qui, du coup, liées à des équipements qui seraient obsolètes ou qui deviendraient totalement obsolètes. Est-ce qu'on a une idée de combien de personnes ça représente ou pas à date? Alors sur la fin de la 2G, c'est une information récente d'Orange qui va commencer à le décommissionner. Donc là-dessus, justement, on va essayer de récupérer les données parce qu'on est particulièrement intéressé et de le synchroniser aussi avec l'extinction cuivre. Sur l'extinction cuivre, on commence, comme Orange commence par Saint-Leu, donc on commence à avoir les chiffres aujourd'hui sur Saint-Leu, par exemple, de personnes qui sont encore sur le réseau téléphonique commuté, mais je ne l'ai pas encore commune par commune. Mais c'est ça le suivi de l'extinction, c'est bien essayer de croiser les fichiers, les différents fichiers des opérateurs avec les bases adresses, etc., pour avoir les données précises des personnes concernées. Et c'est ensuite faire du porte-à-porte aussi. Bonjour, c'est Denis de la cyberbase de Saint-Louis. Nous, on travaille beaucoup avec les usagers dans leur démarche administrative en ligne et on utilise France Connect et DanConnect et donc l'identité numérique qui est pour nous les impôts, Amélie, ce qui fonctionne ici. Et maintenant, pour les sites les plus difficiles, mon compte CPF ou guichet unique, où il faut avoir l'identité numérique maximum, France Connect Plus ou l'identité numérique de la Poste. Et là, j'ai vu que vous vouliez créer une nouvelle identité numérique qui s'appelle France Connect Plus Plus. C'est nouveau. Alors, ce n'est pas le département qui veut, hein, c'est l'ensemble des professionnels ayant participé aux ateliers qui ont dégagé cette piste de solution là. Ça serait, là vous l'avez cité, c'est que certains services publics. Là, ça serait l'ensemble des services publics réunionnais. Et puis, ce que je n'ai pas précisé, parce que voilà, il fallait aller vite, mais c'est vrai que les aidants, aujourd'hui, en fait, ils se connectent via en fait, les identifiants des usagers. Et ça, c'est un problème. Donc là, l'idée, ce serait que les accompagnants aient leur propre identifiant pour accompagner des usagers, mais sous couvert, avec des identifiants qui leur sont propres, et ne pas avoir les données personnelles des usagers. Oui, voilà, c'est DanConnect pour d'autres. Mais ça marche très bien, et DanConnect, etc. Mais pour le coup, c'est que c'est sur certains services publics. Oui, bonjour, Johan Lépiné. Juste pour compléter ce que monsieur a dit, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Bon, c'est des suggestions, mais j'étais un peu choqué parce que je fais exactement ce que vous avez dit. Donc voilà, je suis le fondateur de Startup VNIP, donc j'aimerais bien travailler un petit peu avec aussi un partenariat public-privé, parce que je vois que la région, le département, ils développent des choses. On a des startups qui travaillent sur ces sujets. Donc ce serait bien, si vous voulez bien nous contacter et nous impliquer dans ces projets. On serait très contents et on aurait plus de force pour avoir des financements de l'Europe et aussi de BPI France. Merci. Alors, est-ce que vous êtes dans la gouvernance? Est-ce que vous êtes inscrit?
De quelle gouvernance? La gouvernance France Numérique Ensemble, qui est ouverte et sur laquelle vous pouvez d'abord vous inscrire pour faire partie de la gouvernance. Ensuite... Non, je sais, non. Mais par contre, je peux vous dire que je suis inscrit à France 2030, qui est un projet un peu plus vaste. Non, qui est un dispositif de financement. Deuxième point, on est astreint à la commande publique, donc on fera... après, on s'appuie sur la commande publique. Maintenant, on teste un marché d'innovation actuellement avec une start-up suite à un hackathon qui a été organisé par la préfecture. Donc, on devrait après être plutôt plus doué qu'avant sur la mise en œuvre de marchés d'innovation, puisqu'on fera le retour d'expérience de ce marché d'innovation signé à la suite d'un hackathon. Alors, on va prendre, si vous voulez bien, c'est bon? On va prendre la dernière question pour... on va le laisser se présenter. Oui, Bruno Pichon, le directeur de l'association Emmaüs Agam. Donc, Agam, pour l'aspect technique, nous sommes dans le reconditionnement, le réemploi d'ordinateurs et de smartphones. Et Emmaüs, pour que ce soit les personnes les plus éloignées financièrement de l'équipement numérique qui puissent accéder à des produits fiables à très bas prix. Donc c'est plus une remarque. Je suis très heureux que dans le thème qui nous rassemble de l'inclusion numérique, on voit qu'il y a aussi à pourvoir aux équipements pour pouvoir accéder aux services numériques. Donc très heureux de voir qu'il y a des perspectives aussi pour nous les acteurs hardware. Et on a honteusement pioché dans les propositions de Emmaüs Agam pour structurer la partie effectivement sur la structuration de la filière de reconditionnement des équipements. C'est un honneur, c'est pas une honte. Voilà, donc pas de remarques, mais on se soucie aussi de médiation numérique, on le fait ensemble, mais sachez que je parle de l'entreprise que je connais, mais nous sommes plusieurs acteurs sur le territoire. Voilà, on a vu l'Adri, on a vu l'Ardi, on a vu il y a d'autres reconditionneurs de téléphones et de smartphones et d'ordinateurs, et que voilà, il y a une solution pour pouvoir équiper les personnes que vous formez à moindre coût et qu'ils se reconnectent aussi de façon matérielle. Merci. Oui? Non, on laisse la place. Pardon? Non, je crois qu'on était sur la dernière question. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Je pense qu'on peut applaudir Mesdames Nonnet, Madame Chevalet et Monsieur Bertil pour cette présentation de la feuille territorialisée de France Numérique Ensemble. Merci à vous, Mesdames, Messieurs. Et on va vous convier... une pause, mais à condition que quand on vous demande de redescendre et qu'il y a la petite musique, nous aurons des allocutions de clôture qui seront courtes, je vous rassure, et ensuite on se retrouvera aussi, on fait un peu de la gymnastique aussi au NEC, donc on monte les escaliers pour cette pause, on redescendra pour les allocutions, là ça sera 3-4 minutes par personne, ça sera une mise à l'honneur de nos partenaires. C'était une ouverture très institutionnelle avec nos partenaires nationaux et locaux. Et par contre, c'est une mise à l'honneur de nos partenaires dans le NEC pour la clôture. Merci, on se retrouve dans un quart d'heure.